Vous savez, ça me fait penser quand on ouvre un bureau de vote. Il est 18h, on va commencer cette réunion. Alors, je suis heureuse de vous accueillir pour cette troisième conférence organisée dans le cadre de la quinzaine de sensibilisation aux violences à l'égard des femmes. La première conférence, c'était le 25 novembre, qui a fait l'état des lieux en France. Deuxième conférence, le 28 novembre, sur les réponses pénales civiles. Et aujourd'hui, 1er décembre, nous allons aborder les dispositifs de prévention et d'alerte. Mais avant de vous présenter les intervenantes de ce soir, je voudrais vous passer un petit diaporama de 2 minutes qui a été réalisé à partir des photos que les clubs ont envoyées, qui montrent ce que les clubs ont fait dans le cadre de la campagne Oranger le monde. Oui. Comment ça se fait? Très super. Bon. Alors, mon mari, qui est sur un autre ordinateur, me dit qu'il n'y a pas le son. Normalement, il y a un son, il y a une belle musique que moi j'entends. Ah bon, non. C'est encore les mystères de la technique. On n'entend que ta voix, que votre voix. C'est pour ça que je dis quelque chose. Normalement, il y a... Bon. Je ne maîtrise pas encore parfaitement tous ces outils. Mais c'est déjà bien. Il y a combien de personnes qui viennent, qui se sont... Il y a 160 personnes inscrites. Oh là, c'est beaucoup ça. Pour l'instant, nous sommes 103. On est 103 là. Et vous les voyez, les 100 personnes? Moi, j'en vois 4, 5. Ah, voilà. Ah, Voilà. on la voit. Ça y est. Voilà, Oui, bonjour. on voit 104 Bonjour. personnes inscrites. 104. Donc, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on voit tout le monde. Bon, voilà. Parce que j'ai mon birkab à côté qui me dit que lui, il a un écran noir. Mais Bon. vous devez vous reculer un petit peu de la caméra parce que sinon c'est complètement flou. Ah, c'est mieux comme ça? Éloignez-vous un petit peu de la caméra de l'ordinateur. Mais je suis loin là. C'est bon? Encore un peu. Reculez-vous encore un peu. Bon, écoutez, après je vais être trop loin. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, Oui. bien. Très bien. Alors, donc je vais présenter la première intervenante, c'est Isabelle De Coster. Isabelle est directrice de France Victimes 16 en Charente et elle a un DEA du droit pénal et des sciences criminelles. Elle travaille avec des policiers et des gendarmes et elle est justement à côté d'elle, il y aura Christelle Jabouille, adjudante de gendarmerie et qui a fait une formation spéciale. Elle est référente départementale pour les violences intrafamiliales.
et Olivier Laster, brigadier chef de police, qui est chef du service de la brigade de protection des familles. Alors, Isabelle est sort optimiste au club d'Angoulême depuis, on n'a pas réussi à trouver la date, mais je sais que j'étais à Angoulême le jour de son intronisation avec, je crois que c'était 9 sort optimistes qui sont rentrés ensemble au club d'Angoulême. Et elle connaissait les sort optimistes parce que les sort optimistes étaient actifs depuis longtemps sur cette thématique. Alors, Isabelle de Coster, Christelle et Olivier, je vous passe la parole. Je peux dire quelque chose? Oui, qui veut parler? Nicole Sèvgrand, il faut que vous éteigniez tous les micros des participantes. Il y a un bouton quelque part pour enlever. Ben voilà. Voilà, cette dame n'a plus de micro non plus. Non, c'est prévu. Il n'y a que les intervenants qui ont le micro ouvert. Alors, à Isabelle. Allez, c'est à nous. Merci beaucoup de votre accueil. En tout cas, très, très heureuse et très heureux de partager ce moment avec vous. Et j'espère qu'on va être ludique, qu'on va être dynamique pour vous apporter quelques informations sur les violences faites aux femmes et les derniers dispositifs en matière de loi et aussi, vu qu'on a des professionnels de l'enquête, de la justice et de l'institution du ministère de l'Intérieur, vous aurez des données sur comment se passe une plainte et le traitement judiciaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va lancer un diaporama. J'espère que tout le monde va le voir. Voilà, on va s'appuyer sur cet outil. C'est bon, c'est à l'écran? Oui. Parfait. Donc, vous voyez sur le premier slide, vous avez les différents partenaires et j'y reviendrai en fin d'intervention, les différents partenaires avec lesquels nous travaillons sur le territoire de la Charente. Donc, on démarre sur la définition de la violence conjugale. Violence conjugale se définit comme un processus au cours duquel, dans une relation de couple, un partenaire exerce des comportements agressifs et violents à l'encontre de l'autre afin de le contrôler et de le dominer. Alors, il faut rappeler quand même, pour cette définition, qu'on est à la base sur une relation d'amour dans un couple qui se crée et que la violence conjugale, c'est bien un processus et on y reviendra tout à l'heure quand on va parler du cycle de la violence conjugale. Et je dois dire qu'on doit aussi différencier la violence conjugale du conflit de couple. Le conflit de couple n'est pas une asymétrie dans la relation, puisque du coup, dans un conflit de couple, ça ne perdure pas, en tout cas dans le temps, alors que la violence conjugale, on est vraiment sur une asymétrie entre les deux partenaires dans le couple. Un domine l'autre. Alors, la relation de couple, au fur et à mesure de l'évolution de la loi, le couple s'est élargi. On ne parle pas exclusivement de conjoints mariés, mais aussi de pacsés et d'ex. Et aujourd'hui, on parle aussi, même s'il n'y a pas de cohabitation avec l'autre, on est aussi sur une relation de couple, qui n'était pas le cas des années en arrière dans le cadre de la loi. Comportement agressif et violent, donc on verra aussi toutes les formes de violence conjugale à l'encontre de l'autre, et le contrôle et domination sont les deux maîtres mots de la violence conjugale dans cette relation de processus. L'ampleur du phénomène, vous voyez les quelques chiffres, enfin tout le monde les connaît, qui s'affichent et qui ont tendance à être toujours les mêmes, en sachant que les dernières statistiques au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, c'est de dire que très peu quand même c'est de dire que peu de victimes encore déposent plainte. Même si on est sur une sensibilisation et que la parole est libérée, on est quand même sur une victime sur 10 qui dépose plainte et qui va porter la parole devant la justice. Donc, l'ampleur du phénomène, alors il est aussi important de rappeler que la violence conjugale touche tous les milieux sociaux, toutes les tranches d'âge, tous les milieux sociaux, en sachant qu'il est beaucoup plus facile d'aider et d'accompagner des personnes en situation de précarité ou en difficulté, parce que mieux repérés, les milieux sociaux effectivement les plus aisés, on a du mal encore à ce que ces victimes se dévoilent
dénoncent ce qu'elles vivent au quotidien. Les périodes à risque dans la violence conjugale, vous savez que c'est souvent dans les discours relatés par les victimes, c'est souvent la première grossesse où effectivement on est sur les premières violences qui commencent à démarrer dans le cadre de la première grossesse. Et là où c'est aussi un facteur à risque, c'est la séparation. C'est pour ça que la loi a évolué et prend en compte aussi la violence conjugale dans le cadre de la séparation du couple. Voilà. Facteur aggravant, l'alcool, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de stupéfiants. C'est un facteur aggravant. C'est pas, voilà, il y a des personnes qui s'alcoolisent mais qui ne sont pas violentes. C'est un facteur aggravant en termes de loi et on le verra tout à l'heure. Alors, donc les formes de violence conjugale qu'on peut rencontrer, comme vous le voyez donc sur la diaporama, hein, on a six formes de violence. Donc la plus facile à déceler pour nous en tant qu'enquêteurs ou également donc pour les associations de prise en charge des victimes, ce sont les violences physiques, hein, puisque effectivement à partir du moment où on reçoit une victime qui a pour caricaturer un œil au beurre noir, qui présente une trace sur la joue, qui présente une trace sur le cou, c'est très simple, on va dire, de repérer ce type de violence. Après, on a les violences qui sont beaucoup plus insidieuses, qui sont les violences verbales, hein, où on va être sur un rabaissement de l'auteur par rapport à la victime. Donc, ces violences verbales, elles sont permanentes. C'est-à-dire que ça va être de la dévalorisation, ça va être comme vous l'avez, hein, ça va être des cris, ça va être une absence d'écoute également. Hein, c'est-à-dire qu'on prend on n'est absolument pas à l'écoute de son conjoint. Et c'est vraiment la forme, on va dire, aussi insidieuse que celle qui suit, qui est la violence morale. Hein, ce sont deux violences souvent qui sont, on va dire, qui sont de pair, puisqu'on va être sur les violences morales, sur de la critique permanente, sur de la dévalorisation, sur le... C'est bon? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Non, ça, il y a eu un bit bizarre. Donc voilà, il y a eu, pardon. Donc sur les violences morales, effectivement, on est sur tout ce qui va être pernicieux comme parole et qui vont créer chez la victime un phénomène de dévalorisation justement et de rabaissement de soi. Hein, qu'on rencontre souvent après lorsqu'on reçoit des victimes qui nous disent « je suis bonne à rien ». Voilà. Elles ont tellement entendu pendant des jours, des mois, des années parfois ces paroles, hein, qui font mal. Oui, tu ne sais pas t'occuper des enfants, tu ne sais pas faire la cuisine, tu es nul, tu ne sais rien faire. À force, voilà, c'est un impact psychologique énorme. Ce qui est très compliqué au sein du couple également à faire ressortir, ce sont les violences sexuelles. On estime que sur les couples où il y a les femmes qui déposent plainte, on a 1 sur 2 qui est victime de violences sexuelles, mais qui ne le dévoilera pas, puisqu'on a toujours cette notion de ce qu'on appelle le devoir conjugal, hein, l'obligation, entre guillemets, hein, d'avoir des relations sexuelles, hein, puisque ça fait partie de la vie de couple, on est marié, ou on est en couple, on va avoir des relations sexuelles. Donc au niveau de cette infraction, c'est très compliqué. Hein, donc on peut avoir effectivement, ça va du viol, hein, mais ça peut être également des agressions, des attouchements. Voilà. Hein, donc on a du souci. Après, on a tout ce qui va être violence économique. Donc l'auteur va empêcher sa victime de travailler, va l'empêcher d'accéder à son argent en prenant les moyens de paiement, en l'isolant, c'est-à-dire que pas de chéquier, pas de carte bancaire, pas accès à Internet, voilà, pas accès à ses comptes. Et on va avoir également ce qui ressort, les violences administratives et civiques, c'est-à-dire que la privation des papiers. Alors, quand on dit les papiers, c'est pas forcément, il n'y a pas que les papiers d'identité. Il y a tout ce qui est carte vitale, il y a tout ce qui va être carte de sécurité sociale, enfin voilà, tout ce qui va permettre effectivement d'être autonome. Ça peut être également, après on a également au niveau des pratiques religieuses, hein, où on va interdire ou au contraire obliger, hein, le conjoint à pratiquer sa religion ou à l'en interdire. Et également après au niveau, ce qu'on voit souvent, c'est pour les personnes qui se marient avec des personnes étrangères, où on prend leur passeport, voilà, tout ce qui peut effectivement les aider éventuellement à repartir s'il y avait un problème.
Donc, sur cette diapositive, on va évoquer le cycle de la violence. Tout à l'heure, Isabelle vous en a parlé. La violence, c'est cyclique. Il y a 4 phases, comme vous le voyez affichées. On va commencer au sein du couple par avoir des tensions. Donc, comme on l'a dit, là, il y a une différence entre le conflit et donc ensuite l'agression et les violences. Au niveau du conflit, on a le droit, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, de s'engueuler dans un couple tant qu'il n'y en a pas un qui prédomine sur l'autre. À partir du moment où il y en a un qui va prendre le dessus, on va parler de violence. Donc, violence, agression, donc agression physique, mais également tous les types d'agressions qu'on a vu aussi, hein, morale, psychologique, économique, etc. Une fois qu'on va être passé sur cette phase des violences, l'agresseur va retomber, on va dire, va redevenir, entre guillemets, aimable, si je puis dire comme ça. On va être dans ce qu'on appelle une phase de rémission qui va se caractériser sur le cycle par ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que l'auteur va excuser, on va dire, va se faire pardonner, mais toujours avec en arrière-pensée ces petites paroles pernicieuses, hein. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, mais si tu n'avais pas fait ça, je ne l'aurais pas fait. Toujours cette petite pointe, on va dire, derrière, hein, de paroles traumatisantes, rabaissantes. Et une fois qu'on va avoir eu cette rémission, on va passer sur la phase de séduction, ce qu'on appelle couramment la lune de miel. Pendant longtemps, ce cycle, on l'a appelé le cycle de la lune de miel. On a abandonné un petit peu on a abandonné cette expression parce qu'elle ne voulait rien dire. On reste sur des violences, donc on ne peut pas parler de lune de miel lorsqu'on est sur des violences, bien entendu. Mais sur cette phase, entre guillemets, de lune de miel, alors là, le couple, on va dire, devient amoureux. Hein. L'auteur va offrir des fleurs, va emmener sa victime en week-end, va lui payer le restaurant, lui offrir quelque chose. Voilà, de façon à faire, on va dire, entre guillemets, oublier à la victime ce qu'elle a subi. Et on va recommencer, à savoir que sur ce cycle, on estime en moyenne qu'il se reproduit 7 fois avant qu'une victime se décide à maintenir une plainte lorsqu'il y a un dépôt de plainte ou même à signaler les faits. Sur ce cycle de 7 fois peut s'étendre sur diverses périodes. Ça peut être sur quelques jours, ça peut être sur quelques semaines, sur quelques mois, voire sur plusieurs années. Il n'y a pas de définition précise, ce n'est pas tous les 7 jours on va recommencer ou toutes les 7 semaines. C'est vraiment, on va dire, chaque victime, chaque couple où des violences s'exercent a un système de cycle qui est complètement différent. Voilà. Est-ce que par rapport à ce cycle de la violence, ça va, il y a des questions ou c'est bon pour tout le monde? D'accord. Donc, je vais repasser la parole à Isabelle concernant justement donc, la permanence et comment on fonctionne. Donc, rapidement pour vous dire, donc France Victime, c'est un service d'aide aux victimes qui est agréé par le ministère de la Justice et qui travaille en lien, donc composé de professionnels, hein, juristes, psychologues ainsi qu'intervenants sociaux, et qui travaille en lien à la fois avec la gendarmerie et la police nationale et aussi avec les institutions judiciaires, notamment le parquet d'Angoulême. Et l'hôpital aussi. Donc, vous avez sur le département de la Charente 27 unités hein, 27 gendarmeries, pardon, hein, c'est plus facile, et 2 commissariats, un à Angoulême et un à Cognac. On intervient auprès de la gendarmerie. Tous les jours, il y a un intervenant social gendarmerie qui est basé au groupement de gendarmerie à Angoulême. Et c'est en voie de recrutement auprès du commissariat de police d'Angoulême. Vous l'aurez compris, dans ce partenariat qu'on a depuis des années, puisque du coup, c'est une obligation légale pour les forces de l'ordre de mettre les coordonnées du service d'aide aux victimes sur tous les dépôts de plainte et d'informer la victime de ses droits, et notamment le droit d'être assisté ou d'être informé ou d'être accompagné par un service d'aide aux victimes. Donc, c'est une obligation légale. Je rappelle quand même que notre service, juste pour revenir un peu sur l'histoire, notre association et notre fédération a été mise en place par Badinter hein, dans les années 80, qui, lorsqu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, a réfléchi voilà, sur la mise en place d'un secteur associatif. C'est à la fois du politique, du public et de l'associatif pour prendre en charge les victimes. Voilà comment on est né et il y a un service d'aide aux victimes sur chaque département. Et nous sommes représentés sur toute la France.
Je tourne ou... C'est sur la, après, c'est sur la fin. Rebonsoir. Donc, concernant oui, l'accueil des victimes, alors c'est vrai qu'on est en train d'y travailler, d'y réfléchir au sein du commissariat parce qu'on trouvait qu'on n'était pas performant là-dessus, dans le sens où on recevait les victimes de violences conjugales ou de viols dans des bureaux classiques. Donc, vous savez qu'on est un petit peu surchargé de travail et donc ça fait des locaux qui sont un peu encombrés et pas très agréables, avec l'aspect très procédural, l'ordinateur, les écrans, l'imprimante, les dossiers stockés. Donc justement, on est en train de réfléchir à la création d'un bureau d'accueil des victimes, vraiment dédié à ça, et dans un espace plus cosy et plus harmonieux, où on pourra recevoir la victime dans des conditions supérieures. Parce que donc c'est déjà un grand pas pour elle de franchir la porte d'un commissariat, mais après dévoiler tout son mal-être et tout ce qu'elle a vécu, c'est pas facile. Donc on veut essayer d'optimiser cette parole et cette prise en charge. Voilà. Donc après, au fur et à mesure des années, on a quand même bien cerné nos manquements et comment on devait organiser ça. Et on a vu que, en fait, il faut pas être sur un chemin linéaire. Il faut s'adapter en fait à l'évolution de la victime. On parlait tout à l'heure du cycle de la violence conjugale. Il faut, nous, enquêteurs, qu'on maîtrise bien ce cycle pour savoir à quel niveau du cycle se trouve la victime lorsqu'elle va franchir la porte du commissariat ou de la gendarmerie, pour pouvoir aller dans le sens de ses attentes. Une victime qui est juste après l'épisode de violence, bien évidemment, elle va vouloir déposer plainte, bien évidemment, elle va vouloir être examinée par un médecin et faire tout le processus judiciaire et que le mis en cause quitte le domicile et soit incarcéré. Mais si on est après la phase de lune de miel, entre guillemets, là, bien sûr, la victime voudra dire voilà, juste vous lui tirez les oreilles et puis c'est arrivé qu'une fois, ça ne se reproduira pas, il va changer. Peut-être qu'effectivement, j'avais pas repassé la chemise qu'il voulait pour sa réunion ou cuisiner le plat qu'il souhaitait. Voilà, donc ça, c'est à nous à prendre en compte tout ça. Et après, également, avancer dans son sens et à son rythme à elle, c'est-à-dire voir ses priorités. Alors, il y a, bien sûr, nous, on a besoin des éléments constitutifs de l'infraction pour monter notre dossier judiciaire, mais il ne faut pas qu'on oublie le fait que la priorité de la victime aussi, c'est sa sécurité à elle, la sécurité de ses enfants, son devenir par rapport au domicile, par rapport au véhicule, tout ce que peut entraîner comme problématique une séparation, et donc soit quitter le loyer ou pas quitter le loyer. Enfin voilà, ça pose plein de problèmes qu'il faut prendre en charge. Donc c'est grâce au partenariat qu'on a créé qu'on peut prendre en charge la globalité de la situation. Également, il faut qu'on prenne en compte le souhait de la victime. Il y a quand même encore aujourd'hui des victimes qui ne souhaitent pas déposer plainte parce que ça leur posait problème un peu de loyauté et ça les met en porte-à-faux vis-à-vis des sentiments amoureux. Parce qu'un couple, c'est à la base des sentiments amoureux quand même. Il ne faut pas oublier ça, il y a l'amour là-dedans. Et il ne faut pas rayer tout ça d'un seul trait procédural. Donc, il faut avancer au rythme, et je disais, et sachant qu'en droit français, c'est le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites, on n'est pas obligé d'avoir la mention de dépôt de plainte de la victime. Le procureur de la République peut poursuivre simplement la procédure, même s'il n'y a que une audition de la victime et même si elle fait état de son refus de déposer plainte. C'est le procureur de la République qui décidera ensuite s'il décide de poursuivre ou non le mis en cause. Donc, en tout état de cause, dès qu'on a connaissance des faits délictueux, puisqu'on a dit que le fait de frapper son conjoint ou son ex-conjoint était une circonstance aggravante, quelle que soit la gravité des blessures, c'est constitutif d'un délit. Donc, on diligente une procédure pénale.
On parle également du certificat médical. Voilà, ça a été longtemps une problématique parce qu'on disait pas de certificat médical, pas de plainte. Là, comme je le répète, c'est les violences conjugales étant constitutives d'un délit, on n'a pas besoin de certificat médical pour déposer plainte. Sachant qu'après, ce certificat médical, il apparaîtra dans le cours de la procédure. Mais ça, on y reviendra après, un peu plus loin dans le déroulé de l'enquête. Et voilà, quand on parle de prise en charge de la victime, on parle vraiment de la globalité, tant au niveau judiciaire qu'après, s'il y a besoin d'un hébergement d'urgence, on va mettre la victime en relation avec le CHRS du CCAS d'Angoulême qui va prendre en charge le logement de cette victime. Mais ça, pareil, on y reviendra quand on parlera des partenaires. Alors, on va prendre la diapo suivante. Les conventions, tu peux pas. On peut zapper, voilà. Ça, on va vous l'épargner. Voilà. Donc, je reviens à la procédure, la plainte. Donc, c'est, on pourrait dire la plainte, entre guillemets, ou l'audition, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas forcément un dépôt de plainte. Mais on doit absolument recueillir la version de la victime, qu'elle nous dise ce qui s'est passé et qu'on aille un peu plus loin. Donc, je vous dis, voilà, c'est un acte d'enquête. Le procureur de la République a l'opportunité des victimes. On mentionne si elle veut déposer plainte ou pas déposer plainte. Également, si elle veut retirer sa plainte, ça ne pose pas de problème, ça rentre en procédure, c'est un acte différent. Le procureur est avisé et après, il décide ou non de poursuivre et de maintenir les investigations. Je disais donc, voilà, la victime peut déposer plainte avec ou sans certificat médical puisqu'on est dans un délit et également, elle peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie de France, quel que soit le lieu de commission des faits. Après, c'est une histoire de compétences et de transmission de procédures. Bien sûr, comme Isabelle le disait tout à l'heure, on avise systématiquement France Victimes de ce dépôt de plainte et donc on leur transmet un exemplaire de cette procédure afin qu'elles aient les coordonnées de la victime et qu'elles puissent se rapprocher d'elle pour l'assister. Et j'ajoute que pour la prise de plainte, plus la victime est bien traitée par les enquêteurs qui la reçoivent ab initio du fait qu'elle dénonce les faits, plus son parcours de reconstruction ira bien dans le futur. Plus les intervenants qu'elle aura dans son parcours de victime seront bienveillants et bien traitants avec elle, mieux elle se sortira de cet embroglio. Voilà, pareil, en complément, on est des équipes hommes et femmes au niveau du commissariat, donc on est capable de s'adapter si la victime se sent plus à l'aise de parler de ce qu'elle a vécu auprès d'un enquêteur féminin, ça ne pose aucun problème. On travaille en groupe, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Également, on n'est pas dupe, comme le disait Christelle tout à l'heure, sur les violences sexuelles. On sait pertinemment que donc une femme sur deux est victime de violences sexuelles et que celle qui dépose plainte ne parle pas facilement de ces violences sexuelles et ne l'aborde quasiment jamais lors du premier dépôt de plainte. Donc ça ne pose pas un souci. On perçoit ces choses-là lors de la première audition et après, au cours des investigations, on recueille des éléments qui vont nous permettre de revenir vers la victime et pour faire un complément de plainte, mais souvent la victime d'elle-même revient parce que l'habitude du réseau partenarial fait que comme tous les partenaires tiennent le même discours, la victime se sent en confiance petit à petit, elle entend le même discours partout, qu'on veut l'aider et donc elle vient d'elle-même solliciter un complément de plainte et à ce moment-là, on recueille ces violences sexuelles. On va poursuivre. L'enquête, voilà. Donc, l'enquête, bon, c'est la plainte, donc c'est un élément de l'enquête, ce n'est pas toute l'enquête. L'enquête, donc, ça sert à collationner tous les éléments de preuve. Donc, on peut être saisi de différentes manières dans cette enquête. Soit la victime vient spontanément déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, soit les faits se passent en flagrant délit, et donc soit la victime, soit les enfants de la victime, ou soit les voisins peuvent
composer le 17 et solliciter l'intervention des forces de l'ordre. Et à ce moment-là, suivant les faits qui sont constatés sur place, l'auteur va être interpellé et la victime prise en charge. Ça, c'est ce qui est quand même le plus efficace et nous donne le maximum d'éléments. On peut également être saisi par rebond, comme je le disais tout à l'heure. La plainte est déposée dans un service ou une gendarmerie extérieure aux faits ou aux mises en cause, et donc la procédure va suivre et arriver dans le service compétent. On peut également recevoir et diligenter une enquête suite à un signalement. Alors ça peut être un signalement d'un médecin, ça peut être également un signalement dans le cadre de l'éducation nationale où l'enfant va dénoncer des violences qu'il a constatées chez lui. Ça peut être également d'autres associations qui peuvent recueillir la CRIP qui fait remonter une information préoccupante. Donc, dans les actes d'enquête, je parlais de la plainte tout à l'heure, j'évoquais le certificat médical. Alors, le certificat médical, il va permettre de clarifier et d'identifier exactement, avec précision, dans quelle infraction on se situe. Il y a des violences sans ITT. Donc, l'ITT, c'est la gravité, l'interruption temporaire de travail, qui caractérise la gravité des blessures. Donc, il y a des infractions sans ITT, ITT inférieur du jour et ITT supérieur à 8 jours. Donc, ça ne va pas apporter les mêmes conséquences pénales lors de l'audience correctionnelle. Également, ça peut entraîner des contraintes si une infraction. Il faut savoir qu'une infraction de violence sans ITT, on ne peut rajouter qu'une seule circonstance aggravante. Donc, on pourra retenir que le fait de l'aspect conjugal des violences. Sachant qu'on peut rajouter, s'il y a plus de jours d'ITT, s'il y a au moins un jour d'ITT, on peut rajouter des circonstances aggravantes comme la présence des enfants, l'état d'ébriété de l'auteur au moment des faits, l'utilisation d'une arme. Alors, armes, on ne parle pas forcément des armes de poing ou des armes blanches, on peut parler de toutes les armes par destination, c'est-à-dire que lors de violences, si l'auteur jette une bouteille de lait, une bouteille d'eau, une tasse ou une assiette en direction de la victime, ce sont des armes par destination. Donc, ça fait une circonstance aggravante de plus. Donc, voilà, donc l'ITT est quand même importante. En Charente, on fonctionne dans le cadre d'un protocole avec les médecins urgentistes de l'hôpital d'Angoulême qui travaillent sur réquisition. Donc, dès qu'une victime se présente, alors qu'elle se présente directement à eux ou qu'elle soit envoyée par les forces de l'ordre après son audition, le protocole est mis en place, on dresse une réquisition judiciaire et à ce moment-là, la victime va être examinée par un médecin sur l'aspect somatique, c'est-à-dire les blessures physiques qu'elle va pouvoir présenter au moment de son examen médical. Elle fait également l'objet d'un entretien avec une assistante sociale et également avec un psychologue. Comme ça, on a vraiment l'ensemble de ces blessures, tant physiques que psychologiques. Il faut savoir que, et à ce moment-là, le médecin, il va dresser une ITT, tant physique que psychologique. Il va englober les deux. Et les magistrats, le parquet d'Angoulême, retient cette ITT psychologique et donc cette gravité des blessures qui n'est pas retenue pour l'instant, pas encore tous les parquets de France. Voilà. Pour étayer encore plus les constatations, il peut y avoir des clichés photographiques. Et c'est vrai qu'une photo d'une blessure, d'un œil au beurre noir ou de traces autour du cou ou sur les membres, c'est beaucoup plus parlant que le descriptif d'un certificat médical. Voilà. Également, on peut, comme les victimes ne déclarent pas toujours facilement les blessures ou les actes de violence, les scènes de violence, il faut souvent plusieurs scènes pour qu'elles franchissent le pas du dépôt de plainte. On fait régulièrement une réquisition, pareil, au médecin soit de famille ou alors au médecin urgentiste afin de savoir l'historique des consultations.
à Angoulême, ils ont l'habitude maintenant et ils notent les suspicions de violence conjugale ou les consultations où ils ne sont pas dupes et ils voient bien que ce n'est pas une chute dans l'escalier qui a provoqué la blessure au bras, au poignet ou l'œil au beurre noir. Et donc à ce moment-là, ça nous permet de remonter sur des blessures et des actes de violence antérieurs aux faits constatés. Vous m'interrompez si vous avez des questions, ou n'hésitez pas. Alors justement, je voulais dire que tous les micros sont coupés à part ceux des intervenants, donc nous ne pouvons pas poser de questions oralement, mais je signale pour les intervenants, vous pouvez poser des questions par écrit en allant sur discussion qui est dans le bas de votre écran, et Nicole Régamé, secrétaire de l'Union française, va regrouper vos questions et les posera à la fin. Voilà, autrement, si vous avez bientôt terminé, comme il y a encore une autre intervenante. Donc ça, voilà, c'est le centre hospitalier d'Angoulême, donc avec qui on travaille. Donc c'est ce que je vous ai expliqué sur le protocole violence conjugale, l'examen médical, l'entretien avec le psychologue et l'assistante sociale. On a rédigé la réquisition judiciaire ensemble avec le médecin urgentiste et le procureur de la République afin que tout le monde puisse avoir les éléments correspondant à nos besoins et ne pas rentrer dans le secret médical. On travaille dans le cadre d'un secret partagé et donc chaque élément peut être légalement utilisé en procédure. Donc on a un médecin qui est référent sur les violences conjugales au sein de l'hôpital et au sein des hôpitaux de Charente. Voilà, donc les autres actes d'enquête, après, on adapte chaque process à la situation. Donc, on peut faire des enquêtes de voisinage. On pourrait recueillir des éléments s'il y a eu des bruits de conflit, de bruits d'assiette ou des coups ou des départs en urgence de l'un ou de l'autre. On n'hésite pas donc à entendre ces témoins s'ils peuvent apporter des éléments. On entend également les employeurs, les collègues de travail s'ils peuvent également apporter des éléments. On fait attention concernant l'audition des enfants parce qu'on ne veut pas mettre les enfants porte-à-faux et les mettre face à un conflit de loyauté entre leur père et la mère parce que ça reste leurs parents, quoi qu'il arrive. Donc, on fait très attention à ça et on entend vraiment que s'ils ont été témoins directs ou victimes également des violences. Par contre, par l'intermédiaire de France Victimes, on fait remonter un signalement sur ces enfants et les services sociaux sont informés de ça et prennent attache ensuite avec les enfants. Après, voilà, on fait tout ce qu'on peut procéduralement pour recueillir les éléments. J'ai mentionné l'exploitation du téléphone portable ou de l'ordinateur si l'auteur met une pression et surveille puissamment la victime. Donc, on peut avoir le nombre de SMS ou d'appels qu'il a subi. Voilà. Et en dernier lieu, on convoque le mis en cause, alors soit sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre suivant la gravité des faits, et on lui demande également sa version. Et après, on confronte les deux versions et on le met face aux déclarations de la victime pour qu'il s'explique là-dessus et surtout face aux éléments matériels qu'on a. À l'issue de toutes ces investigations, on fait un compte-rendu au procureur de la République qui va prendre la décision des poursuites. La décision des poursuites, il y a tout un panel. Le cas extrêmement rare, voilà, c'est un classement sans suite si les faits sont inexistants ou s'il y a eu une mauvaise déclaration de la victime. Et après, il y a tout un panel d'alternatives aux poursuites, c'est-à-dire ça peut être un rappel à la loi, mais souvent, ce sont des convocations quand même devant le délégué du procureur, soit pour une médiation pénale, si les deux parties sont d'accord pour essayer de mettre les choses à plat et repartir, une composition pénale, des obligations de soins, que ce soit psychologiques, alcooliques ou stupéfiantes, également un
stage, une obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Également une CRPC, vous savez, la CRPC, c'est la convocation sur connaissance préalable de culpabilité, c'est le plaidé coupable américain, où là, donc l'auteur a reconnu les faits et va se voir notifier sa sanction. Mais souvent, nous, dans les faits majoritairement qu'on traite, on va vers une CPPV-CJ, c'est-à-dire que l'auteur a été placé en garde à vue et il va être présenté au procureur de la République qui va lui notifier une date d'audience correctionnelle et dans le même temps, il va être placé sous contrôle judiciaire avec des obligations et interdictions, obligations de soins, tant alcool, psychologique que stupéfiante, que interdiction d'entrer en contact avec la victime ou interdiction de se rendre sur les lieux, travail ou domicile. Et dans les faits, voilà, les plus graves, il y aura une ouverture d'information judiciaire, c'est-à-dire une commission rogatoire. Si le mis en cause ne respecte pas ces interdictions et obligations, cela crée un nouveau délit et à ce moment-là, il sera réinterpellé et placé en détention jusqu'à la date de l'audience. Voilà, j'ai été très rapide, mais je suis ouvert aux questions, il n'y a aucun souci à la fin de la présentation. D'accord. Bon, merci beaucoup. Isabelle veut intervenir, non? Oui, alors, juste pour vous expliquer oui. 2 dispositifs importants dans le cadre des violences conjugales, c'est quand même les fameux téléphones grave danger. Il y en a 12 en Charente. Le téléphone grave danger, c'est de prévenir effectivement la récidive vis-à-vis de la victime et de la mettre en protection. Donc, nous portons ce dispositif pour effectivement, c'est un téléphone avec une touche d'alerte qui est reliée à un service de téléassistance et qui interpelle les forces de l'ordre pour qu'elles soient protégées dès qu'elles voient l'auteur des violences s'approcher d'elle. C'est un moyen de protection. Alors, on en pense que ce qu'on veut, parce que du coup, c'est vrai que quelque part, avoir toujours pour une femme ce téléphone sur elle en suspectant qu'un jour son conjoint peut passer à l'acte, ben voilà, c'est pas toujours facile à vivre, mais en même temps, c'est un dispositif qui a le mérite d'exister et de prévenir le passage à l'acte éventuellement et qui a fait ses preuves en tout cas. Merci. Donc, merci beaucoup. Oui. Evie, donc je vais passer Evie. Et le dernier dispositif, c'est le bracelet anti-rapprochement. On est site pilote en Charente. C'est effectivement là orienté sur l'auteur et qui permet de tenir à distance une personne en présententiel ou en post-sententiel, donc soit qui a été condamnée ou qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire, de lui mettre un bracelet anti-rapprochement. Donc, c'est quelque chose que le service pénitentiaire d'insertion et de probation met à la cheville de la personne auteur, la victime ayant, quant à elle, un téléphone qui, effectivement, est connecté au bracelet de l'auteur et qui permet, effectivement, quand cet auteur se rapproche trop près d'elle, de détecter ce rapprochement et de permettre à la victime d'être mise dans ce Voilà. On a fini. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais rapidement passer la parole à Christiane Charbonnel. Alors, Christiane Charbonnel est avocate honoraire, tout juste retraitée. Elle est présidente du CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Hautes-Pyrénées. Elle est également secrétaire générale du CNFF, le Conseil national des femmes françaises, qui est présidé par Marie-Claude Bertrand. Christiane est membre fondatrice du Club sur Optimiste de Tarbes. En 1987, elle a été secrétaire nationale, vice-présidente au Sud-Ouest. Toujours passionnée par la défense des femmes et des familles, Christiane est une femme de terrain. Et ses engagements actuels au sein du conseil d'administration de l'ADSEA, alors c'est l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, lui permettent d'avoir un regard clair et précis sur les situations familiales de son département. Alors,
c'est une gageure, Christiane. Tu n'as plus beaucoup de temps. Je sais que tu es avocate. Je te donne 10 minutes. Est-ce que tu vas pouvoir en 10 minutes nous présenter le CIDFF? Oui, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour évoquer avec vous cette problématique des violences conjugales et plus précisément le thème de ce soir qui portait sur la prévention, comment prévenir les violences et comment accompagner ces femmes. Alors, le réseau des CIDFF existe depuis 1972. Il est réuni en une fédération régionale, fédération nationale et 13 fédérations régionales. Il y a 106 CIDFF sur tout le territoire et reçoit, par exemple, le CIDF a pu recevoir en 2018, j'avais des chiffres, presque 520 000 femmes pour les soutenir et les accompagner dans leurs problématiques. Le CIDFF exerce une mission d'intérêt général qui est confiée par l'État, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que ça parle au mouvement Europe totalement. Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public dans des domaines tels que l'accès aux droits, en priorité pour les femmes, mais nous pouvons recevoir également des hommes, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité. Nous accompagnons également en ce qui concerne l'emploi, puisque nous avons un service emploi et nous pouvons également prescrire des formations professionnelles. Nous avons également des formations sur la sexualité et la santé. Et chaque CIDFF a ses particularités suivant les besoins de chaque département, de chaque territoire. Dans le département des Hautes-Pyrénées, dont je suis la présidente de ce CIDFF, il y a 7 salariés. Ce sont des salariés qualifiés, mais des salariés également engagés. Nous avons une juriste qui a un DEA de droit privé. Nous avons un accueil avec des personnes qui sont formées pour accueillir les femmes. Nous avons 2 référentes violences. Nous avons également donc le service emploi et donc tout ce personnel travaille en équipe et c'est un travail pluridisciplinaire. Vous avez bien entendu que nous faisons appel à un professionnel qualifié et que le bénévolat reste au stade du conseil d'administration puisque chaque CIDFF est une association. Alors, au-delà des services directs au public que nous pouvons dispenser, il y a un terrain et un champ qui a été ouvert, qui est un champ portant sur l'information et la prévention des violences. Pour cela, la prévention, et nous le savons bien au niveau Europe, la prévention passe par l'éducation. Donc, le CIDFF, les CIDFF ont reçu un agrément national pour justement intervenir en milieu scolaire. Intervenir en milieu scolaire et cet agrément est renouvelé régulièrement. Le dernier agrément est de 2017. Comme chaque CIDF également, doit solliciter un agrément auprès des services de l'État. Et ça, tous les 4 ans, nous faisons notre dossier d'agrément. Alors, la prévention passe par l'éducation. Je citerai les chiffres sur le département des Hautes-Pyrénées. Nous intervenons dans les collèges et les lycées professionnels. Ainsi, en 2019, nous avons pu former et aider les jeunes. Il y en a eu 1286 scolaires qui ont été sensibilisés sur les problèmes de l'égalité femmes-hommes, comment éduquer les jeunes afin de prévenir les comportements sexistes et violents, et également mobiliser les équipes éducatives. Au-delà de ces établissements scolaires, nous intervenons également dans les centres de loisirs et nous avons pu intervenir, puisque le département était pilote, intervenir sur des groupes de 25 jeunes dans le cadre du service national universel. Ça fait partie de nos interventions dans le milieu scolaire où toute l'éducation a sa place et où nous sommes totalement intégrés aux côtés d'autres associations telles que le planning familial qui a également l'agrément pour intervenir. Ensuite, nous faisons également des interventions collectives auprès des PMI, des missions locales et surtout, nous avons des stages, nous participons aux sessions de sensibilisation
auprès des professionnels qui sont en contact avec des femmes qui sont victimes. Alors ça doit parler. Moi, ça existe sur le département, ça existe depuis une quinzaine d'années, ces stages de sensibilisation, puisque le Grenelle des violences conjugales avait pointé du doigt cette problématique de sensibilisation de ces professionnels. Donc, nous sommes aux côtés des gendarmes, des policiers, des agents du conseil départemental, des personnels également des MSAP, et nous avons pu, sur l'année 2019, sensibiliser sur une journée avec la directrice aux droits des femmes et à l'égalité, avec psychologues, avec juristes. Nous avons pu sensibiliser 82 professionnels sur une journée. Au-delà de ça, nous faisons des groupes de discussion qui réunissent les femmes sur des thèmes divers, tels que les poisons de la relation du couple, l'estime de soi et la soumission, l'enfant face à la souffrance de ses parents, d'un des parents, les violences sexuelles, conséquences et réticences. Donc, il y a tout un travail de formation pour les jeunes, pour les professionnels, et également, nous faisons un accompagnement individualisé des personnes. Vous avez entendu que seuls 20 à 25% des femmes déposaient plainte. Il n'y a pas que les procédures pénales, il y a également les procédures civiles, celles qui peuvent conduire à la séparation devant les juges aux affaires familiales avec l'organisation de la vie familiale. Donc, cet accompagnement individualisé, nous le maîtrisons, on va dire, au sein de nos structures, puisque nous connaissons le processus des violences conjugales, et la violence conjugale ne se résume pas qu'à des coups. Il y a les violences psychologiques, ces violences également économiques. Il y a aujourd'hui les cyberviolences qui sont apparues et qui sont en grand nombre, et il faut dire que cet accompagnement est essentiel. Essentiel parce que nous avons la possibilité de prendre le temps avec ces personnes pour les conduire à la séparation, sans pour autant qu'il y ait une procédure à la clé. C'est-à-dire que nous pouvons constater qu'une femme qui est accompagnée, qui est soutenue psychologiquement, qui est rassurée, et ça dans une même structure où elle trouve tout, puisque nous avons des intervenants comme des psychologues au sein du CIDFF 65, nous avons psychologues et éducatrices spécialisées jeunes enfants. On appelle ça l'accueil de jour. Un accueil de jour tous les mercredis, eh bien, pendant que les mamans rencontrent la psychologue, eh bien, les enfants sont gérés par l'éducatrice spécialisée jeunes enfants. Et c'est ainsi que l'on peut amener des femmes qui avaient perdu de l'estime de soi à reprendre confiance en elles, pour qu'elles puissent retrouver cette autonomie dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est très important. Le CIDFF a également, sur notre département, 4 hébergements temporaires où nous pouvons recevoir, et ces hébergements sont toujours complets, où nous recevons des femmes avec des enfants. Et ces femmes-là, elles continuent à fréquenter nos structures tout le temps de l'accueil, puis après, quand elles ont récupérer leur autonomie, et ça leur permet, je dirais, de pouvoir se ressourcer et de reprendre confiance en elles. Alors voilà en règle générale, parce que je suis obligée de faire court et j'ai abrégé, mais ce que je veux dire, c'est que ce Grenelle des violences conjugales, des violences, a apporté énormément de choses. D'abord, ça a apporté ces 2 lois du 28 décembre 2019 et du 30 juillet 2020 qui ont été pour nous des reconnaissances par rapport à l'autorité parentale, l'impact des violences sur les enfants. Ça, c'était majeur. Et puis, ça booste également toute la machine judiciaire. C'est-à-dire que dans le cadre du webinaire du ministère de la Justice de vendredi matin, nous avons eu des chiffres qui sont intéressants et que je veux vous traduire pour vous montrer combien il faut faire bouger les lignes à travers la loi et à travers nos actions, à savoir que, par exemple, le téléphone grave danger qui était peu utilisé depuis le début de l'année 2020, on peut constater qu'il est utilisé à plus 434%.
Les déferrements en ce qui concerne les violences conjugales sont augmentés de 66%. Les ordonnances de protection, qui étaient vraiment des ordonnances, il fallait des coûts, il fallait le certificat médical. Là, l'ordonnance de protection, augmentation de 62%. Pour les stages de sensibilisation pour les auteurs, il y a plus de 280% et il y a plus de 1100% de décisions correctionnelles. Donc, on fait bouger les lignes. On fait bouger les lignes et puis j'ai envie d'avoir, pour terminer, un réflexe SOROP, à savoir que j'avais demandé à mon conseil d'administration d'augmenter la dotation pour la communication. Alors, la dotation pour la communication, c'est quoi? C'est nous permettre de communiquer de plus en plus auprès de tous les professionnels et de tous les intervenants sociaux, à savoir diffuser des cartes « Arrêtons les violences ». Ce sont des cartes qui ont été établies par les services de l'État, par la DCCSPP, et puis ces cartes, il faut les diffuser. Eh bien, le CIDFF a diffusé ces cartes à tous les médecins du département, à tous les kinésithérapeutes, à toutes les infirmières, à toutes les mairies du département. Au-delà de ça, nous en sommes à notre 4e année de campagne de poche à pain pour le 25 novembre. Alors, en année 2020, année particulière avec le confinement, nous avons fait 4 campagnes de pochettes à pain. À chaque campagne, le coût de ces campagnes, c'est 4 600 €. La campagne de poche à pain distribuée dans toutes les boulangeries du département, qui sont là pour sensibiliser le public, pour permettre aux victimes de se manifester et, je dirais, pour faire peur aux auteurs et pour permettre également aux témoins de parler. Voilà ce que je voulais dire et je pense que les SOROP pourraient peut-être intervenir auprès de chaque directrice aux droits des femmes pour savoir, pour connaître les besoins du terrain. Et puis, nous avons pris la mesure de l'importance de la communication. Plus on bouge, plus les auteurs prennent peur et plus les femmes prennent confiance et sont légitimes dans leur action pour bouger et acquérir leur autonomie. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci Christiane, tu as tenu le temps imparti. C'était pas facile. Mais oui, merci, bravo. Je vais donner la parole à Françoise Chabert, qui est psychologue clinicienne et qui voudrait nous parler des centres de parentalité comme outil de prévention. À vous, Françoise. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, oui, on vous entend très bien. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. Oui. Donc, voilà. Oui, un petit peu de… Voilà, comme vous le savez, je pense que je vais surtout appuyer aussi ce qui vient d'être dit. Comme vous le savez, bon, ces femmes qui ont été victimes de violences de façon répétitive, souvent, elles ont subi un important traumatisme. Un état dépressif s'installe, qui peut jusqu'à un état mélancolique même. Elles sont dans un état de sidération, en tout cas dans un état de grande passivité, perte de l'estime de soi, comme ça a été dit notamment par Christiane Charbonnel. L'estime de soi est complètement tombée. Un insidieux sentiment de culpabilité, souvent, vient s'installer souvent et qui leur fait penser que l'auteur des violences a raison, le droit de les violenter, et elles le méritent. Et elles sont à la dérive. Et effectivement, il faut qu'il y ait tous ces signaux d'alerte actuels pour qu'elles puissent les attraper au vol, c'est le mot qui me vient, les attraper au vol pour se relever, pour se sauver à tous les sens du terme. Et si elles les aident, elles vont aller vers ce qui leur est proposé, les numéros de téléphone, les associations, les lieux d'accueil d'urgence ou temporaires, des aides qui leur permettent de vivre une sécurité dont elles ont besoin. Et une fois qu'elles seront en sécurité, elles pourront après aller les psychothérapeutes qui pourront les aider à reconnaître leurs moyens de défense, leur résilience, à reconstruire pas à pas leur estime de soi, tout en donnant aux souvenirs traumatiques une place dans la mémoire, mais une place dérigidifiée qui vient
qui vient s'installer, ce souvenir traumatique viendra s'installer dans une mémoire plus souple, dans une mémoire narrative plus normale, et ce qui les aidera. Pour éviter ces situations de violence catastrophiques, il est heureux de voir qu'à l'heure actuelle, des solutions d'aide préventive se multiplient, comme les lieux d'écoute, les lieux d'accueil de la femme, du couple. Et moi, je voudrais citer parce que j'ai participé, j'y participe encore, mais plus en tant qu'accueillante, au LEP, c'est-à-dire lieu d'accueil enfants-parents, jeunes enfants avec un parent ou deux parents, sur le modèle des maisons vertes initiées par Madame Dolto, par Françoise Dolto. Et ces lieux, ces accueils permettent d'accompagner les parents dans le difficile chemin de la parentalité. Ça peut être une source de tension dans le couple, ces difficultés de la parentalité. Et souvent aussi, on se rend compte que grâce à ces accueils où les accueillants recueillent les paroles des parents et de l'enfant, mais surtout il s'agit surtout d'enfants de moins de 4 ans qui n'ont pas encore été à l'école pour la plupart. Et ça permet souvent de dédramatiser des situations de difficulté, de tension au sein du couple, et qui sont évoquées au cours de cet accueil petit à petit, et qui sont parce qu'ils se sentent en sécurité là, et ces personnes vont pouvoir se confier et peut-être aller mieux ou pouvoir aller plus loin dans leur recherche de solutions de difficultés. Je crois, après avoir entendu aujourd'hui, ce soir notamment, que les deux grands mots, c'est perte d'estime de soi pour ces femmes, auxquelles il faut faire très attention, parce que ça peut aller très loin, cette perte d'estime de soi, et après l'aide à la reconstruction grâce à la sécurité. Et je crois que toutes les recherches de solutions préventives sont une recherche où on pourra mettre ces femmes en difficulté en sécurité. Voilà ce que je viens de dire. Merci beaucoup Françoise pour ce témoignage. Nicole, as-tu des questions? As-tu repéré des questions à poser à nos intervenants? Nicole arrive. Voilà, pardon. Juste peut-être une petite question pour les premiers intervenants. Est-ce qu'ils pourraient nous parler de ce qu'on appelle maintenant le coffre numérique, où les personnes victimes de violences ont la possibilité de déposer des documents et des choses comme ça? Il semblerait que c'est quelque chose de nouveau, et est-ce qu'ils en ont déjà eu connaissance? Tout à fait, merci pour cette question, c'est très gentil. Mémo de vie, c'est effectivement une plateforme numérique qui est disponible sur l'ensemble des appareils, smartphones, ordinateurs et tablettes. C'est un outil digitalisé et sécurisé qui a été ouvert pour toutes les victimes. Là, le lancement de cette plateforme et de cet outil digital le 25 novembre. C'est grâce à cette plateforme, ça vaut pour toutes les victimes, victimes de violences intrafamiliales, de violences répétées. Ah, on ne vous entend plus, vous avez dû couper votre micro. Ah, pardon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pardon. C'est bon. Vous m'avez entendu jusqu'à quel moment? C'est vraiment la dernière phrase, c'est tout, hein, vous entendez. Hein. Voilà, pour toutes les victimes de violences conjugales, de discrimination, de traite des êtres humains, etc. Vous l'aurez compris, cet outil digital, ça permet pour la victime, c'est comme qui est assez éloigné donc, du dépôt de plainte, ça lui permet de pouvoir, jour par jour, c'est comme un recueil, un journal intime où ça lui permet, par des émoticônes, de savoir comment elle s'est sentie toute la journée. Et au fur et à mesure du temps qui passe, c'est de se dire qu'à un moment donné, si elle est triste toute la journée ou s'il y a des moments de pleurs, c'est qu'il faut qu'elle se pose les bonnes questions. Donc, c'est aussi, comment dire, c'est sonder ses émotions tout au long de la journée. C'est aussi un recueil d'éléments de preuve pour la victime, c'est-à-dire qu'elle peut, à l'intérieur de cet outil digital, recueillir et conserver
des documents importants, que ce soit des certificats médicaux, des photos, mais aussi tous les papiers utiles qui peuvent servir éventuellement dans le cadre de cet accompagnement à sortir de cette situation de violence pour aller vers un professionnel du droit ou de la justice. Ça lui permet aussi, dans cette application, toujours de pouvoir avoir accès à ses droits. C'est comme une bibliothèque où il y a tous ces droits essentiels. Souvent, beaucoup de victimes refusent à partir parce qu'elles se retrouvent dans des situations sociales compliquées. Elles n'ont pas de revenus ou elles se demandent où elles vont aller dormir avec les enfants, etc. Donc, ça leur permet aussi d'avoir accès aux premières aides d'urgence sociale et de leur dire qu'effectivement, partir, c'est la première solution et qu'elles ne sont pas seules pour partir. Voilà un petit peu ce dispositif-là, c'est accompagner, voilà, comme un journal intime tout au long de phases critiques et de sa vie, une victime, vers sortir de cette violence qu'elle subit. Merci beaucoup. Avais-tu une autre question, Nicole? Non, c'est tout. C'est tout, hein? Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Moi, que Françoise veuille dire un petit mot. Oh, peut-être pour clôturer, je pense que toutes les interventions vont dans le même sens et je pense que Christiane Charbonnel a presque dit le mot de la fin, en ce sens que, le mot de la fin, non, rien n'est fini, au contraire, mais je pense qu'elle nous a donné des idées à nous, Sorope, parce que d'intervention et d'intervention positive, nous devons participer à ce que j'appelle le réseau qui est donc auquel participe le CIDFF, auquel participe France Victimes. Nous autres, Sorope, informons-nous dans ce réseau, participons à ce réseau pour avoir des actions efficaces. Voilà, ça me paraît essentiel, l'information et l'action après ces informations. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais nous n'avons pas le temps. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tous les cas, merci à tous les intervenants. Merci à vous tous. Merci. Et puis, pour ceux qui le peuvent, on se retrouve samedi 5 décembre pour parler de l'emprise avec psychiatre et psychologue et témoignages également. Voilà, merci beaucoup aux intervenants, aux participants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, c'était très bien. Super. Marie-Claude, merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci à vous. Oui.